Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge un peu les mains, pas dans le cambouis, mais plutôt dans le calcaire. J'ai sous les yeux un guide, là très détaillé, pour une tâche que, honnêtement, on a tous un peu tendance à oublier. La vidange du chauffe-eau. On sait qu'il faut le faire, c'est un peu comme détartrer sa cafetière, mais en beaucoup plus intimidant. Le but aujourd'hui, c'est pas juste de lire la notice, c'est de vraiment comprendre la logique derrière chaque étape. Parce qu'il y a des trucs dans ce guide qui me semblent curieux. On va décortiquer ça. Et c'est une très bonne approche, parce que derrière cette petite opération de maintenance, en fait, il y a des enjeux qui sont bien réels. On ne parle pas juste de propreté, on parle de sécurité, on parle d'économie d'énergie, et un chauffe-eau entartré, ça consomme énormément, et puis bien sûr de la durée de vie de l'appareil. Le guide qu'on a là est très clair, très procédurier, mais chaque étape a une vraie raison d'être. Parfaitement. Et d'ailleurs, le guide commence par le commencement, la sécurité. La première chose qu'il dit, c'est de tout couper. Alors, couper l'électricité au disjoncteur, ça me semble être le b.a.-ba. Mais il y a une précision qui m'a interpellé. Il insiste sur le contacteur jour-nuit. Est-ce que c'est si important? On a déjà tout coupé au général, non? Ah, ça c'est une excellente question, parce que ça montre bien la différence entre se croire en sécurité et l'être vraiment. Le contacteur jour-nuit, c'est un interrupteur automatique. Son rôle, c'est de lancer la chauffe pendant les heures creuses. Si on coupe juste le disjoncteur du chauffe-eau, il est possible que le contacteur, lui, envoie quand même une impulsion électrique. C'est un risque faible, mais il existe. Donc le guide a raison. On isole absolument toutes les sources d'énergie. Zéro énergie entrante. C'est la règle d'or. D'accord, je vois. C'est la ceinture et les bretelles, mais pour une bonne raison. Bon. Ensuite, deuxième coupure. L'arrivée d'eau froide. Ça aussi, ça paraît logique. On veut vider le ballon, pas le remplir. C'est le petit robinet bleu en général. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est juste après que pour moi, ça se complique. Ah, j'imagine qu'on arrive à l'étape qui semble un peu défier la logique. Exactement. Le guide dit « Allez ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison, celui de l'évier par exemple, et de le laisser ouvert. » Et là, je me dis « Mais attends, on est en train d'essayer de vider un réservoir, pourquoi on irait ouvrir un autre robinet plus loin? J'ai l'impression de faire l'inverse de ce qu'il faut. C'est quoi l'astuce ?» L'astuce, c'est la pression atmosphérique. En fait, c'est un principe de physique tout simple. L'image la plus simple, c'est la bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille pleine, vous la retournez. L'eau va couler de manière un peu chaotique en faisant glou-glou. Pourquoi? Parce que pour que l'eau sorte, il faut que de l'air rentre. Et l'air a du mal à rentrer par le même trou. Maintenant, si vous percez un petit trou au fond de la bouteille, l'air entre par là et l'eau s'écoule par le goulot en un filet super fluide et rapide. Ah, d'accord. Donc le robinet d'eau chaude qu'on ouvre à l'autre bout de la maison, c'est notre petit trou au fond de la bouteille en fait. C'est exactement ça. En ouvrant ce robinet, on crée ce qu'on appelle un appel d'air. L'air entre dans la tuyauterie, il remonte jusqu'en haut du chauffe-eau et il pousse l'eau vers la sortie en bas. Sans ça, vous auriez un tout petit filet, la vidange prendrait des heures. C'est l'astuce qui change tout. C'est fascinant. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Bon, maintenant que j'ai compris ça, on passe à la vidange elle-même. Là, le guide est très pratique. Il faut un tuyau d'arrosage, quoi. On le branche sur la vanne du groupe de sécurité, en bas. L'autre bout dans une évacuation, et on ouvre la vanne. Simple. Mais là aussi, il y a une mise en garde qui m'interpelle. L'eau peut être brûlante. On a coupé le courant, mais la chaleur, elle est toujours là. J'imagine que ça peut surprendre. Ah, ça peut plus que surprendre, ça peut être dangereux. L'eau dans un chauffe-eau, elle est stockée à 55, 60, parfois 65 degrés. C'est une température qui peut causer des brûlures assez graves. Le guide a tout à fait raison de le souligner. L'idéal, si on peut, c'est de couper le chauffe-eau la veille au soir. Le lendemain, l'eau sera tiède. Si on est pressé, il faut vraiment manipuler le tuyau avec des gants, faire attention. C'est un point de sécurité majeur. C'est le genre de détail qui a son importance. Ça me fait penser à autre chose. Le guide dit que la vidange dure entre 20 et 45 minutes. Mais imaginons le scénario un peu catastrophe. J'ouvre la vanne et rien. Ou alors juste un tout petit filet d'eau qui coule pendant 1 heure. Ça veut dire quoi ça? C'est là qu'on commence à regretter, non? C'est un excellent point. C'est précisément à ce moment que l'opération de maintenance devient un outil de diagnostic. Si l'eau ne s'écoule pas, ou très mal, alors que l'appel d'air est bien fait, c'est un signal d'alerte. Dans 99% des cas, ça veut dire que la sortie de la vanne est complètement bouchée par un bloc de calcaire. Les sédiments se sont accumulés pendant des années et ont formé une sorte de ciment. Et là, j'imagine que le guide est clair. On arrête tout et on appelle un professionnel. On touche aux limites du bricolage. Exactement. Et ce n'est pas un échec, c'est une information. Le chauffe-eau est en train de vous dire qu'il a un problème plus sérieux. Un pro devra sûrement démonter le groupe de sécurité,
le nettoyer, peut-être même le remplacer. Essayer de forcer soi-même avec un fil de fer ou je ne sais quoi, c'est le meilleur moyen de créer une fuite qu'on ne pourra pas réparer. D'accord. Donc, une vidange qui se passe bien, c'est une vidange où l'eau coule bien. Une fois le réservoir vide, le guide parle d'une étape de rinçage. Il suggère d'ouvrir et fermer l'arrivée d'eau froide par à-coups pour décoller les derniers sédiments. Franchement, j'aurais été tenté de sauter cette étape. C'est du perfectionnisme ou c'est vraiment utile d'eau? On pourrait croire, mais en réalité, c'est peut-être l'étape la plus rentable de toute l'opération. C'est là qu'on va chercher les vraies économies d'énergie. Vider l'eau, c'est une chose. Mais l'ennemi, c'est pas l'eau, c'est le tartre solide. Ces sédiments, au fond, ils forment une couche isolante autour de la résistance. C'est comme du polystyrène. Du coup, pour chauffer l'eau, la résistance doit d'abord chauffer tout ce calcaire. C'est une perte d'énergie énorme. En faisant ce rinçage, on décolle ces derniers morceaux. On met la résistance de nouveau au contact direct de l'eau. Le gain d'efficacité est immédiat. Ah oui, vu comme ça, c'est tout de suite plus motivant. On nettoie pour son portefeuille en fait. Bon, une fois que c'est bien rincé, on passe au remplissage. On ferme la vanne de vidange, on rouvre l'arrivée d'eau froide, et le guide dit qu'on sait que c'est plein quand l'eau ressort enfin par le robinet d'eau chaude qu'on avait laissé ouvert. C'est logique. Et c'est seulement après ça qu'on remet le courant. Il y a un ordre très précis. Un ordre absolument crucial. Remettre le courant avant que le ballon soit plein d'eau, c'est l'erreur la plus classique. Et la plus destructrice. La résistance, elle est faite pour chauffer dans l'eau. Si elle chauffe à sec, même juste quelques secondes, elle surchauffe et elle grille, instantanément. C'est la panne bête qui peut coûter très cher. Donc l'ordre est hyper important. On remplit, on purge l'air, et seulement après, on remet l'électricité. Et pour finir, le guide termine par une dernière vérification. Être sûr qu'il n'y a pas de fuite. J'imagine que le point sensible, c'est la vanne qu'on a manipulée. C'est le point le plus probable, oui. Le groupe de sécurité, ça reste une pièce mécanique avec des joints. En le manipulant, surtout s'il est un peu ancien, un joint peut se décaler, une particule de calcaire peut l'empêcher de bien se refermer. Donc, une fois que c'est plein et sous pression, on prend une minute avec une lampe pour bien tout inspecter. La moindre gouttelette, c'est un avertissement. Ce qui nous ramène à cette idée que toute l'opération est un super check-up de l'installation. Le guide liste d'ailleurs d'autres cas où il vaut mieux passer la main, si on ne le sent pas, si l'accès est compliqué, si le chauffe-eau est très vieux. C'est une façon de reconnaître ses limites. C'est même plus que ça. Pour moi, c'est la définition de la compétence. La vraie compétence, c'est pas de tout savoir faire. C'est de savoir où s'arrête sa propre capacité d'intervention. Le guide, il ne dit pas « n'essayez pas », il dit « voici les signaux qui doivent vous alerter ». Une vidange qui marche pas, une petite fuite, ce sont pas des échecs, ce sont des données. Des symptômes. Et le bon diagnostic, c'est de se dire « ah, ok, mon intervention s'arrête là, il faut un spécialiste ». C'est ça le bon équilibre. C'est une très bonne façon de voir les choses. Donc, en résumé, si on suit bien ce guide, c'est une suite d'étapes assez logiques. On sécurise, on utilise ce petit principe de physique pour l'écoulement, on vide, on fait le rinçage rentable et on remplit dans le bon ordre. Le tout en restant à l'écoute de ce que l'appareil nous dit. C'est de la maintenance préventive accessible, mais qui demande de la méthode. Tout à fait. Et ça met en lumière le rôle central du calcaire, en fait. Le guide le présente vraiment comme l'ennemi numéro 1. C'est la cause de la surconsommation, des pannes, et la vidange annuelle, c'est la solution qu'il propose. Exactement. Et en réfléchissant à tout ça, une question vient. Tout au long de notre discussion, on a parlé de comment gérer les conséquences du calcaire. On vide, on rince, on élimine. Mais au fond, on ne fait que traiter le symptôme. Ce qui soulève une question intéressante sur la cause. Si le calcaire dans le chauffe-eau est un problème si récurrent qu'il faut faire ça tous les ans, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait s'interroger sur la qualité de l'eau qui arrive dans toute la maison? Au-delà de la vidange, qui est une action sur un seul appareil, quelles seraient les solutions pour traiter le problème à la source, pour toute l'installation? C'est peut-être ça la vraie maintenance préventive.